Allô tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie Lacadjon et puis Sorel Thibault, l'animateur qui parle. Et puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Phil Comeau. Phil, comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va vraiment bonne, toi? Oh, ça va bon? Il fait Ouais. à Montréal? Ouais, je suis à Montréal, Droitesteur. Il y a neigé hier. Il y a neigé hier, puis aujourd'hui, c'est en train de fondre. Fait que, on a une drôle d'hiver cette année. Ouais, ça sonne comme un hiver des Maritimes. Oui, c'est ça. La neige fin, ouais, et tout ça, c'est ça qu'on a eu. On a eu de la neige. Ah, check vous passez, on a eu une grande pluie hier et ça a beaucoup fondé, ça fait. Le week-end passé, je suis allé dans les Adirondacks, là, à New York. Là. Je fais beaucoup de montées de montagne là, pour essayer de trouver de la neige. Ça fait qu'on a trouvé une montagne qui était haute assez pour être sûr qu'on allait avoir de la neige, parce qu'il n'y en avait pas encore à Montréal. Fait qu'on a monté, puis là, rendu en haut, on était dans les nuages, il n'y avait même plus de vue. Ouais, Mais il y avait de la neige. Il y il avait y de avait la de la neige. neige, c'est ça que tu voulais. Et puis, Ouais. je sais que dans Mort, je crois que c'est la salle Marc Lescarbot, l'Université Sainte-Anne, la Société acadienne de Clare, et puis toi-même, vous avez une présentation. Toi, tu vas être présent là? Je pense pas, non, parce OK. que je vais être à l'étranger. Tu Je vas vais être être à dans un autre l'étranger, pays. mais après, tu parlais un peu de ça. Ben, ils vont présenter le film La musique nous explique. C'est un film que je vais faire, mon premier film indépendant que je vais financer avec des amis. On a filmé une vingtaine de musiciens de la Baie-Sainte-Marie, ceux qui composaient des chansons, des originals, des chansons en français. Et puis, quelques violonneux aussi qui avaient composé des chansons. Là. Tu sais, il y avait Johnny Como, il y avait son père, il y avait sa sœur Doris, euh, il y avait Kenneth Saunier aussi. Puis, Nathalie m'avait demandé si j'avais encore une copie. Puis j'ai été voir dans mes archives, puis j'ai été voir, puis le master c'était une Betacam quand on l'avait masteré dessus. On l'avait tourné en 16 mm. À ce temps-là, c'est du 16 mm du film. Puis là, je me souvenais plus ce que le original était rendu. Ça fait que j'ai été voir chez Betacam, puis il y avait des lignes à travers tout ça, là, de la neige. Puis j'ai écrit à Nathalie, j'ai dit, je pense que le film est gone. Elle avait un DVD, tu sais, qui avait une copie qui avait été faite longtemps passé. Fait que là, j'ai continué à faire ma recherche. Et finalement, pour me rendre compte que l'ONF, je les ai passé à un moment donné ma copie 16 mm. Je les ai passé pour la sauvegarder parce que j'ai pas de voûte, là. Tu sais, le 16 mm, c'est de la, ça se brise avec la chaleur, là. Tu as besoin de mettre ça dans des voûtes fraîches, là. Fait que l'ONF avait une copie, ça fait qu'ils m'ont digitalisé une copie à partir de la copie originale. Ça fait que là, ben, Nathalie va pouvoir faire sa projection. Puis, ben, il y a un tiers de ces musiciens-là qui sont morts aujourd'hui, parce qu'il y avait toutes sortes d'âges. Ça allait je crois que le plus jeune avait 19 ans, le plus jeune musicien 19 ans, puis ça allait jusqu'à 75 ans. Ça fait qu'il y en a déjà pas mal qui sont gone, là, tu sais. Mais il y a dans les chansons qui ont chanté certains classiques de l'abbé Sainte-Marie que les jeunes ont continué à chanter. Ça fait que je suis content qu'elle va présenter ça. Puis elle-même en train de faire un film sur la musique, tu sais, parce que ce film-là l'avait inspiré, comme m'a dit, puis là, elle voudrait faire un film jusque la musique est rendue aujourd'hui, puis les origines de la musique composée, là, de la musique originale. Là. Ça fait que ouais, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Une nouvelle réalisatrice, là, une nouvelle directeur dans Cloud. Là, ça va faire du bien. Et puis, c'est une histoire que, je sais pas si vous devez dire facile à raconter au point, mais je sais pas, je trouve que l'histoire de la musique à la baie Sainte-Marie, c'est fascinant. Ah, c'est incroyable. C'est une pépinière de musiciens à la Baie-Sainte-Marie. Il n'y a pas de place en Acadie qui a autant de musiciens dans un si petit milieu, là. Tu sais, si à la baie, si tu as, je ne sais pas comment, c'est quoi la baie à cette heure, si tu évites 9000 personnes, ben, tu sais, tu as des centaines et des centaines de musiciens. Puis tu en as qui ont du talent incroyable, qui sont exportables en bon français, là. Puis même, il y en a qui restent parce qu'ils ont des familles, des enfants, puis qui ne veulent pas aller en tour, mais il y a beaucoup de bands, de country, par exemple, qui seraient bons assez à aller sur des tours, mais il y en a qui décident qu'ils veulent élever leur famille, puis autre chose, là, tu sais. Mais on a des musiciens incroyables qui ont sorti de la baie.
si tu vas loin en arrière, tu peux compter Marcel Aymar, Kenneth Saunier, Johnny Como. Si tu regardes dans les derniers 10 ans, il y a Jacques et Arthur Como qui est avec Radio Radio. Tu as Sai, Eric Dow, puis toute sa gang là-bas. Tu as Saturday Night, pas Saturday Night, Saturday Peanut, comment ça s'appelle, Sunday? Peanut Butter Sunday. Peanut Butter Sunday, qui me fait toujours rire comme titre, comme nom de band. Puis ça continue, tu sais. Puis il y a des artistes solos aussi qui ont vraiment du talent. Non, il y a quelque chose d'incroyable à la baie. Je sais pas si c'est la mer qui fait ça, ou le vent, ou le manque de neige. But le monde aime encore d'ouvrir de la musique, puis de créer, puis de composer. Puis c'est vraiment beau à voir. Et Ouais. puis, moi, comme moi, vers de vivre 40 ans l'année passée. On est 2024, 2023, c'était l'année passée, vivre 40. Et puis, moi, m'en souviens, tu sais, c'est n'importe qui dans la classe, tu sais. La musique traditionnelle, c'est une belle chose, mais c'était rien que ça. Puis, moi, je ne pas pour si tu as une petite population, que tu as une région que tu as beaucoup dans la ligne traditionnelle. Mhm. Tu sais, tu as mentionné Jacques et Arthur comme au Peanut Butter Sunday. Moi, si tu m'aurais dit ça 25 ans n'est passé qu'on aurait vu ça, moi, tu avais ma cru Peanut Butter Sunday qui braquait chaud pour Green Day et Bad Company. Ça, c'est rien, ça, Mhm. blow my mind. Tu sais, Oui, et tout, c'est impressionnant ça à Québec. Là. impressionnant et tout ça. Puis, tu sais, toi, tu es cinéaste et tout ça, puis tu fais des films et tout ça. Moi, je suis vraiment curieux à savoir, ici à la Baie-Sainte-Marie, tu es un gars de la Baie-Sainte-Marie, comment est-ce que tu t'es intéressé à ça? Oh my God, ça va loin ça. À 13 ans, mon père m'a donné sa caméra 8 mm. À cette époque-là, ça c'était avant le Super 8. Là. On parle les années 60, fin des années 60. J'avais 13 ans, puis mon père a fait des home movies sur ses enfants, sur sa famille, toute sa vie. Puis il a rendu, j'avais à peu près 13 ans, puis ça a été en tapis de nous filmer. Moi, j'étais rendu avec des cheveux jusqu'ici. Puis je crois que c'est ça, je crois qu'il avait filmé assez. Fait qu'il m'a passé sa caméra, puis j'ai commencé à filmer avec des chums. On faisait des petites affaires. C'était amateur au bout. Je pense que mon premier film avait suivi mon chien, qui s'appelait Pitou. Avait suivi le chien toute une journée, partout où il allait. Fait que le film, tout c'était le cul du chien, tout le long, pendant, je crois que le film faisait 7 ou 8 minutes, là, tu sais. Mais, tu sais, il rentrait dans les granges, il rentrait dans les canals, il allait dans les bois, il revenait dans la grande table, et des fois, il mangeait de l'arbre. En tout cas, drôle de chien. Fait que je l'avais comme, c'était mon premier film, curieux, tu sais. Mais après ça, on a fait des petites affaires. Puis à l'école, quand j'ai eu 16 ans, le vidéo arrive à l'école secondaire de Claire. Et puis, ce vidéo à ce temps-là, c'était 1 pouce d'épais, c'était rien que du noir et blanc. Puis la case pour enregistrer était à peu près grosse de même. Ça prenait les football players de l'école pour chanter ça. La caméra était à peu près large de même, longue de même, puis épaisse de même. De vidéos, puis tu sais, mettre ça sur une épaule, ben, j'avais trouvé du monde qui avions des épaules larges. Puis on filmait nos pièces de théâtre, par exemple, parce que j'avais aussi une troupe de pièces de théâtre, une troupe qui s'appelait Les Comédiens de Claire. On avait été la première année, on avait gagné la meilleure pièce de théâtre à Halifax au Drama Festival. J'avais 8 acteurs. Puis dans l'équipe, il y avait du monde qui faisait la technique, tout ça. Là. Puis, on filmait les pièces de théâtre, puis on faisait des petites vidéos, puis on expérimentait un petit peu aussi. Puis comme il n'y avait aucun prof qui savait comment utiliser les vidéos, parce qu'il avait figuré que des vidéos, ça serait bon pour les classes et tout ça. Fait que moi, j'enseignais à des profs comment utiliser l'équipement. Puis à cette époque-là aussi, l'école était bien organisée pour de la formation. J'étais à Halifax comme 3, 4 fois pendant l'année, mis à part le festival. Fait que j'ai beaucoup appris. Puis il y a du monde comme Germaine Comeau, qui est un auteur de la Baie-Sainte-Marie, qui, elle m'avait enseigné le français, puis on faisait des skits dans l'école, dans nos classes. Fait qu'on écrivait des scénarios, puis on les voit. Là, et ensuite de ça, quand j'avais ma troupe de théâtre, quand on pratiquait les soirs après l'école, Victor Leblanc, je ne sais pas si tu as reconnu ça, c'est un professeur aussi à l'université, il restait à l'école, il fallait toujours un professeur proche. Fait que lui faisait ses devoirs
dans son bureau. Puis nous autres, on était dans le théâtre de l'école, là. Puis on pratiquait nos pièces de théâtre. Puis non, ça a été vraiment une belle expérience. Puis là, ben, je voulais étudier le cinéma. Puis on l'enseignait nulle part au Maritime, le cinéma. Ça fait que j'ai dit, ben, je vais aller étudier ce qu'il y a de plus proche, puis c'était le théâtre. Puis je vais soit Dalhousie à Halifax comme choix, ou à l'Université de Moncton. Puis comme j'étais vraiment un Acadien fier, puis j'écrivais de la poésie, puis j'avais fait des pétitions aussi à la baie là, pour essayer d'avoir des enseignes bilingues, là, parce que toutes nos scènes à cette époque-là, c'était toutes des scènes rien qu'en anglais. Là. Et ça me drivait fou, là, parce que on disait, je m'en vais au Petit Ruisseau, puis tu passais, puis il y avait un C'était enseigne. Little Brook. Little Brook, tu sais, c'était pas chez nous, ça. Fait que, tu sais, j'avais passé des pétitions pour ça. J'avais passé des pétitions aussi pour que Clare était divisé à ce temps-là. Tu avais long distance. Si tu étais à la Somme puis tu voulais appeler Tchadjan à Saint-Bernard, c'était long distance, tu payais. Oui, oui, il y avait des divisions. Oui, oui. Ça fait que j'avais passé une pétition, il y a comme 1000 personnes qui ont signé ça. Et puis là, ils l'ont ouvert, ils ont mis les frontières pour que tout Clare puisse se parler. Tu sais. Ça n'a comme pas de bon sens. Tu étais à Sonyville, puis tu voulais appeler à Tchadjan Saint-Bernard, tu payes à long distance ou à la semaine. Il y avait 3 divisions là, dans Clare. On était divisé en 3. C'était toute une gimmick pour faire de l'argent parce qu'ils savaient qu'on était une communauté, puis ils savaient qu'il fallait qu'on se parle, puis qu'on gossip, là. Ça fait que, c'est ça. Fait que là, je suis allé étudier à l'Université de Moncton 2 ans, puis la 3e année, l'ONF a ouvert ses bureaux, l'Office national du film à Moncton. Fait que ça a été un coup de chance, being at the right place at the right time. J'avais écrit une pièce de théâtre qui s'appelait La Cabane, qui était juste trop compliquée pour faire en pièce de théâtre, parce qu'il y avait comme 15 décors, là. Ça fait que je lui ai présenté ça, puis ils me l'ont fait réécrire quelques fois. J'ai eu de la formation, puis finalement, mon premier film que j'ai tourné à la baie professionnelle, avec une grosse équipe, on était comme 50 techniciens, puis je ne sais pas, une trentaine d'acteurs. C'est la premier film professionnel que j'ai tourné à la baie Sainte-Marie. Puis l'année d'après, ça va vraiment bien marcher. Puis l'année d'après, il fallait Gossipers, qui est devenu un culte, un classique. Après ça, à l'Université de Moncton, il y a des étudiants qui l'écoutent, puis ils enlèvent le son pour essayer de faire les dialogues, là, puis en acadien en plus. Ça fait que c'est encore une vogue, là. Ça fait que c'est intéressant de voir ça 45 ans, plus que 46 ans plus tard, là, tu sais. Fait que, ouais. Ça fait que c'est ça. Après ça, ben, plus d'université. J'ai ouvert une compagnie, l'ONF, c'est ça, j'ai fait un documentaire avec l'ONF. Là, ils ont fermé le bureau pendant 1 an, puis un moratoire, parce que le bureau à Montréal, le headquarters, était jaloux parce qu'il y avait une partie du budget qui s'en allait hors du Québec. La même histoire qu'on vit tout le temps, là, quand c'était une minorité francophone. Fait que ça avait fermé pour 1 an. Ben, à ce temps-là, j'avais ouvert une compagnie. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais bien jeune, la jeune vingtaine, ça s'appelait Cinébé. Puis j'ai fait 4 documentaires. J'ai fait faillite. Il n'y a personne qui les a achetés. Puis là, j'ai fait, ah, OK. Ça fait que là, j'ai demandé pour une bourse pour aller étudier à Paris en cinéma. Puis à cette époque-là, ça s'appelait les bourses France Acadie. Et puis, je l'ai eu. Ça fait que je suis allé à Paris pendant 1 an, étudier le cinéma. J'ai été sur des tournages de films avec des gros tournages professionnels, tout ça. Puis, j'ai tenu à apprendre. Puis là, 1 an après, il y a un réalisateur de Montréal qui m'a collé parce qu'il faisait un film aux îles de Madeleine, puis il ne comprenait pas le monde. Puis il m'a demandé si je voulais aller l'aider comme assistant réalisateur pour pouvoir parler au monde, pour pouvoir communiquer, parce que le monde des îles de la Madeleine parle pas mal comme le monde de la baie. Puis pour un gars de Montréal, il y a de la misère à comprendre. Ça fait que j'avais accepté. J'avais été là. On avait resté là 2 mois, parce que c'est un long métrage à gros budget. Puis c'est après ça que je suis retourné à Moncton. Puis je me suis rendu compte que ça avançait pas tellement. L'ONF, il y avait un nouveau producteur, puis on ne jivait pas. Donc là, j'ai dit, ben voilà à Montréal pour 1 an ou 2, jusqu'au temps que le producteur change. Puis j'ai resté à Montréal longtemps, puis j'ai fait beaucoup de films.
Puis pendant un bout de temps, j'avais un appartement à Halifax pendant plusieurs années. À un moment donné, j'ai fait comme 50 pubs parce que j'étais le seul réalisateur bilingue. Puis c'était des pubs, on double shootait, on shoot en français puis ensuite en anglais. J'ai fait comme une cinquantaine de pubs au début des années 80. Ça, c'était le fun parce que là, ça m'a fait un peu d'argent. Ça fait que là, j'ai pu continuer à... Parce que les premiers 10 ans, je n'ai pas fait beaucoup d'argent. Les premiers 10 ans, c'était pas mal broke. Je me souviens, à Moncton, on vivait à 4 personnes dans un appartement, là, tu sais, parce qu'ils étaient tous des artistes, tous broke, là, tu sais. Fait que, ça a pris comme une dizaine d'années avant que ça vraiment, ça commençait à être payant, là. Mon père, il avait peur, là, il avait peur qu'elle allait être un bum toute ma vie, mais finalement, ça workait out. Puis, c'est ça, à part de, j'ai un appartement à Moncton aussi, ça fait que je passe mes étés en Acadie, au Maritime, et puis mes hivers, c'est plus à Montréal. C'est pour ça que je suis là, à cette heure. Les hivers au Québec. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, ça sonne drôle, parce qu'il y a beaucoup de, normalement, pas cette année, mais normalement, il y a beaucoup de neige à Montréal. Mais Montréal, l'hiver, c'est le fun, parce que même quand il y a un storm, une tempête, tu, euh, tu peux prendre le métro, tu peux aller n'importe où, la ville n'arrête jamais. Tu peux aller voir un film, tu peux aller voir une pièce de théâtre, tu peux aller écouter des musiciens, parce que la ville est connectée par tout le downtown, est connecté par des métros, puis par des tunnels, puis toutes sortes d'affaires. Fait que c'est vraiment facile l'hiver. Alors que quand c'est en Acadie, s'il y a une tempête, tout arrête, tout est annulé, les shows sont annulés parce que le monde a de la misère à driver pour se rendre. Puis, en tout cas, puis moi quand j'ai le goût de un peu de culture, faut que ça y aille, là, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça, Montréal. Montréal, c'est très stimulant, tu sais. Je veux dire, il y a de la grosse, il y a beaucoup de culture ici, il y a toutes sortes de monde de partout à travers la planète. Tu entends toutes sortes de langues dans la rue. Tu as beaucoup de musiciens qui viennent de partout parce qu'ils sont impressionnés par les Montréalais. Puis il y a aussi beaucoup de musiciens acadiens, hein, qui vivent à Montréal aussi. Tu sais. Ça fait qu'il y a une petite Acadie, si tu veux, à Montréal. Fait que, comme demain soir, je m'en vais voir un humoriste, Luc Leblanc, humoriste qui était dans la série qui s'appelle The Newbies. C'est un gars du Nouveau-Brunswick. Puis c'est un genre de stand-up comique qui est aussi acteur à TV, puis il joue aussi tous les étés au Pays de la Sagouine, là. Donc c'est un acteur et un stand-up comique. Ça fait qu'on s'en va voir ça demain soir. On est quatre Acadiens, on va voir ça demain soir ensemble. Puis samedi, on se fait un souper, une gang d'Acadiens. Ils sont comme 8, puis ils sont tous des Acadiens, là. Des Acadiens et des Acadiens, là. Il y a du Nouveau-Brunswick. Fait que, non, c'est comme tu es à Montréal, mais tu es dans un Acadie aussi, là, tu sais. Fait que c'est pas comme si je me sentais isolé du tout, là. Et puis quand je suis ici, je me sens plus acadien, drôle, que quand je suis par chez nous. Parce que je m'ennuie. Je m'ennuie. Puis quand tu t'ennuies, ben, tu penses plus. Puis si tu penses plus, ben, tu es plus toi. Tu es plus. Ton identité est beaucoup plus forte. Pour moi, en tout cas. Quand je passe tout un été à Moncton ou au Maritime, à la fin, je suis comme rendu un peu blasé, puis whatever, puis je suis rendu, je lis plus les news, puis je suis plus connecté, puis je suis juste en train de drifter, je sais pas, puis là, je reviens à Montréal, puis je rembarque dans la beat, puis là, je m'ennuie, puis ça fait que là, je me trouve encore plus acadien qu'avant, hein, puis en tout cas, c'est drôle, je sais pas comment ça marche dans la tête, mais c'est de même. Puis c'est beaucoup à Montréal que j'écris beaucoup de mes films. Tu sais, je suis en Acadie, je m'inspire en Acadie, mais une bonne place à écrire, c'est ici où je peux être tranquille aussi. Où, tu sais, en Acadie, tu peux être chez vous, puis tu as des chums qui l'endent n'importe quand, là, tu sais. C'est pour sûr. Ouais. Ça peut être distracting des fois quand c'est assez discipliné, là, tu sais. Fait qu'il y a ça. Alors qu'à Montréal, il n'y a personne qui l'aide sur personne. Même les Acadiens, on se colle, alors. On se colle ou on s'envoie un texto. C'est vraiment une autre façon de vivre, là, tu sais. Il y a plus de... Drôle à dire, c'est beaucoup de monde, mais il y a plus de privacy. C'est drôle à dire. Go figure. Faut Ouais. vivre ça pour vraiment comprendre. Mais je te suis 100%. Et puis, moi, en revenant back à tes films, là, puis belle discussion avec Montréal, mais en revenant back à tes films, j'ai écrit au CV, puis malheureusement, on peut pas tout parler de tous les films dans d'un heure. Il y a une grosse liste, mais il y a un film que j'ai gardé de parler de gars. Le dernier film que tu as fait de La Belle et la Mer, là. Billy en Acadie, je crois. Belle Île en Acadie, correct.
Ouais. Regardez ça, veut dire, c'est un film fort. Et puis, Guinness Book of World Records. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça a été vu dans si tant de pays comme. Y a-t-il quoi qui attire le monde ou l'univers, si tu veux, je ne sais pas comment te le dire, avec l'histoire de l'Acadie? Parce que ça garde comme ta facilité des documentaires acadiens. Mhm. Et puis, c'est reçu incroyablement. Crois-tu que c'est quoi faire avec tout ça? Apparemment, oui, mais j'aimerais savoir, j'aimerais piquer ta brain à ça. Ben, chaque film est différent. Je veux dire, il y en a dans plusieurs que je parle un peu de l'histoire, là, comme le film Zachary Richard, Toujours batailleur, les films au maritime, puis en Louisiane avec Zachary Richard. Ça, on parle d'histoire aussi, puis de l'Acadie, puis des Cajuns. Là. Mais celui-ci, Bill en Acadie, c'est ça, c'est 458 prix à travers le monde, dans à peu près 85 pays. Euh, Moi, ça m'a surpris parce que au début, je me disais, ben, je vais l'envoyer à Chuck Festival, you never know, là, tu sais. Et puis, parce qu'on avait fait un avant qui s'appelait Belle-Île-en-Mer, qu'on avait filmé en France, chez les Acadiens à Belle-Île-en-Mer, qui est en Bretagne, là, en France. Puis c'est vraiment, c'est une île avec la moitié de l'île qui se dit d'origine acadienne, là, qui se dit acadien. Ça fait que c'est comme mind-blowing quand tu vas là. Tous les fois que je vais en France, j'essaie d'aller faire un tour. Euh, Puis là, ben, ça va bien marcher. Ça va gagner comme 34 prix, qui est quand même beaucoup, 34 prix. Puis là, je me dis, ah ben, j'aimerais ça. Il y avait le Congrès mondial acadien qui était en 2019. Puis il y a une gang de Belle-Île qui s'en venait. Puis pas mal tout le monde que j'avais filmé s'en venait au Congrès mondial acadien en 2019. Mais là, je vais penser, ah, ce serait intéressant de voir comment est-ce que je vois l'Acadie. Je, pour la plupart, qui n'ont jamais venu en Acadie, parce que c'est vraiment loin, la France, là. Ben, ils ont mis l'argent, puis ils s'en ont venus. Il y avait comme une vingtaine de personnes, puis ils sont venus, puis je les ai suivis. On a touré tout le tour des trois provinces maritimes avec toutes les histoires, que ça aille de la déportation à l'arrivée des Acadiens, 4000 ans, les Français, je veux dire, qui sont devenus des Acadiens 4 siècles passés, à la déportation il y a 250 ans, à ce que c'est aujourd'hui avec la musique, avec tout ce qu'on fait de bon. Puis, ce qui était touchant, c'était de voir, de les entendre dire qu'ils s'en allaient chez eux. Pour eux, parce qu'on vient toute la France, tous les Acadiens, 4 siècles passés, on est tous venus de la France, mais eux, même si leurs ancêtres sont français et qui sont encore devenus français, leurs ancêtres, pour eux, c'est les Acadiens. Puis ça m'a toujours blowé la mind, comme on dit. Fait que je trouvais que c'était une bonne piste à suivre pour ce film-là. Fait en effet, ils sont super touchés quand ils vont à Port-Royal, quand ils vont à Grand-Pré, quand ils sont dans des réunions, des rencontres de famille avec les bros et avec d'autres familles, quand ils sont à des shows, Fait que je les ai suivis, puis j'ai voulu filer quoi ce qu'ils filions à mesure, tu sais. Puis pourquoi est-ce qu'ils étaient là, puis pourquoi est-ce que c'était important pour eux d'être Acadiens. Et puis, qu'est-ce que c'est quand tu es un descendant d'un réfugié? Parce que c'est ça qu'ils sont. Ils sont des descendants de réfugiés. Puis aujourd'hui, dans le monde, ben, on entend parler de réfugiés partout. Il y a des jobs partout. Il y a du monde qui est kické out. Il y a du monde qui se sauve pour ne pas se faire tuer. Encore aujourd'hui, il y a des jobs. Et puis, ce qui est important, c'était de voir comment est-ce que c'est possible si tu as été kické out de ton pays, comment tu as pu garder une culture pendant 250 ans, parce que les Acadiens ont été déportés il y a 250 ans, puis là, cette gang-là, 250 ans plus tard, qui ont été complètement isolés de nous autres pour des siècles, euh, ils se disent encore Acadiens, puis ils pensent encore comme nous autres, puis euh, c'est comme... Ça fait que ça me fascinait. Puis je crois que la raison, pour revenir à ta question, la raison pourquoi ça marche, c'est justement à cause de ça. Parce que tous les pays du monde ont tous eu des situations de réfugiés, des guerres, des problèmes, des minorités, des gouvernements pas tout le temps agréables, comme qu'on a eu dans le temps de la déportation. Fait que je pense que les pays s'identifient à ça, s'identifient à. Puis avec toutes les situations, il y a comme, je pense, je suis rendu à 7 millions de réfugiés dans le monde right now, là, qui n'ont pas de passeport, là, tu sais, qui sont dans des refugee camps, là. C'est du monde, ça.
Fait que, je pense que les gens ont trippé sur ça. Puis c'était aussi, je pense que le film est bien fait, sans me vanter, parce qu'avec toute l'expérience que j'ai, je commence à savoir comment faire des films, là. Mais aussi, je crois que c'est les personnages. Les personnages sont vraiment attachants, ils sont touchants. Tu sais, dans ce film-là, tu as une jeune fille de 16 ans jusqu'à une femme de 75 ans. Tu sais, ça fait que tu as tous les âges. Tu sais, tu as des familles. Puis je pense que c'est attachant je veux dire, tout le monde, je crois, peut s'identifier à ce film-là. J'ai été à plusieurs de ces festivals-là. Évidemment, je ne pourrais pas aller à toutes, mais c'est intéressant de voir quand c'est dans un autre pays, puis de voir les réactions par rapport à un film sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas. La plupart des festivals où je suis allé, ils ne connaissaient pas l'histoire des Acadiens, mais ils sont contents de la connaître, ils sont contents d'en savoir un petit peu plus, tu sais. Fait que, c'est ça un peu l'histoire de ce film-là. Puis ça, c'est un film que j'ai fait. C'est fou, mais il n'y avait aucune TV qui voulait mettre de l'argent là-dedans. Ça fait que j'ai fait du crowdfunding pour ce film-là. Puis j'ai ramassé 33 000 pièces. C'est le premier film acadien financé en crowdfunding. Ça fait que ça a été une expérience que j'ai jamais faite. Ça a pris comme un mois et demi de travail, là, quasiment tous les jours. Là, tu sais, dans ce terrain que tu bugs tes chums pour qu'ils te donnent l'argent. Ben, anyway, je l'ai financé. Puis, je n'ai pas fait un scène dessus parce que c'était quand même 33 000, tu ne vas pas loin avec ça. Mais j'ai eu de l'AID, de certains organismes, de la Fondation nationale de l'Acadie, de Québecor au Québec. Québecor, qui est une qui est un réseau de télévision, là. Quand j'ai été faire le pitch, puis ils ont dit, ouais, c'est une belle histoire. Puis ils m'ont donné 5 000, puis en tout cas. Fait que j'avais un budget correct. Puis à Belle-Île aussi, le cameraman, imagine, j'avais rencontré, l'année d'avant, j'avais été à Belle-Île à nouveau, parce que j'avais gagné le prix France Acadie avec un livre que j'avais écrit avec Warren Perrin qui s'appelle L'Acadie hier et aujourd'hui. Puis on avait gagné le prix France Acadie, puis j'étais allé à Belle-Île, puis il y avait un cameraman qui était là, un gars de 40 ans à peu près. Puis j'ai dit, hey, c'est le fun de faire un film à Belle-Île en jokant, là, tu sais. L'année d'après, j'étais là, puis il était en train de le filmer, tu sais. Puis là, ben lui, il y avait aussi un soundman qui était sur Belle-Île. Ça fait que c'est quand même incroyable. Eux, ils travaillent comme à Paris, puis ils reviennent à Belle-Île les week-ends, ou ils viennent à Belle-Île quand il n'y a pas de job à Paris, puis en tout cas. Fait que j'avais été capable de tourner ça. Puis après que je l'ai tourné, ben là, tous les TV, puis que ça commence à gagner des prix, tous les TV le voulaient. Tous les Wow. TV. Ça fait que là, au Canada, TV5 Monde. TV5 Monde, je pense que c'est le septième ou le huitième film qu'ils achètent, puis ça, ils diffusent dans 200 pays. 200 pays tu sais, il y a 200 pays dans le monde où il y a des francophones qui peuvent avoir accès à TV5 Monde. Fait que non, c'est le fun. Fait que là, je me suis dit, ouais, je ne m'étais pas trompé, même si les TV Networks ont arrivé par après. C'est sûr que s'il avait arrivé avant, il y aurait eu plus d'argent. But, qu'est-ce que tu veux? Ça bien travaillé pareil. Tu sais, des fois, quand tu fais des films de ton cœur, je pense que ça fait plus fort que si tu fais des films pour des networks, là, où ils vont dire, ben, tu devrais faire plutôt ça, puis au montage, ils changent des affaires qui tuent un peu le rythme des fois, en tout cas. Ça, c'est un sujet syndical, ça. C'est meilleur comme les US Networks, veut dire, ça rend pas une mort, revoir la formule exactement comment les films sont faits, c'est si t'as monotonous, mon frère, vous avez dit. Ouais, absolument, Yeah. absolument. Puis avant les commercials, bien sûr, ils vont te résumer ce que tu viens d'écouter comme si tu es dumb. Puis en revenant de la commercial, ils répètent ce que tu as déjà vu comme si tu étais dumb, si tu avais oublié dans les 4 minutes de commercial. Là, tu sais. Moi, la télévision est rendue pas mal formula. Ça fait Ah, que, mais c'est une façon de gagner sa vie. Tu sais, je veux dire, au moins, tu es payé quand tu fais de la TV, puis tu fais du mieux que tu peux yeah, avec. 100%. Ouais. J'avais fait, genre, parlant de la musique, en revenant à la musique, j'avais fait une série qui s'appelait Vague d'Acadie, qui était sur la vague des musiciens acadiens à travers les maritimes. Puis j'avais été filmé à les musiciens à la baie, puis Moncton beaucoup, à Caracat, Edmondson, tout ça. C'est une série 2 fois 1 heure. Puis après ça, c'était tellement trippant, puis les écoles le voulaient, puis tout ça, ça fait qu'on les a passés. Puis après ça, on a fait une version long métrage. On a mis les deux ensemble. Ça fait comme un feature.
Fait que ça a été vraiment le fun aussi comme expérience. Fait qu'il y a toutes sortes de possibilités. Tu sais, puis il y a les jeunes maintenant, ben, de moins en moins les jeunes, ça, pas mal tout le monde. Il y a des gens qui font des séries web, c'est plus cool, là, c'est des 5 minutes, des 5 minutes, des 8 minutes. Là. Moi, j'en ai fait 2. Mais j'aime moins ce format-là. Moi, j'aime je- c'est Siri qui est en train de me parler. Oh, Siri. J'ai dit un mot magique, je sais pas c'est quoi. Euh, Fait que, oui, moi, j'aime mieux des histoires longues, tu sais, des demi-heures, des heures ou des features, là, tu sais, parce que tu as le temps de développer tes personnages, tu as le temps de les aimer, puis d'avoir pitché pour eux s'il y a de quoi qui va mal, puis, tu sais, j'avais fait un film 2 ans passés qui s'appelle Femme Capitaine. J'ai tourné plus au Nouveau-Brunswick, mais aussi à Lunenburg, parce que Lunenburg, il y a une équipe de femmes qui fait la pêche. C'est toutes des femmes, les 4 femmes à bord. Puis c'est du monde de Clark's Harbor, mais ils ont déménagé à Lunenburg. Ils font la pêche au mort. Puis là, ben, j'ai filmé dans le nord du Nouveau-Brunswick. Puis des fois, il arrive des affaires, tu t'attends pas à ça du tout. C'est à elle, le concept, c'est elle qui voulait devenir capitaine. C'est une jeune fille de 30 ans. Elle voulait devenir capitaine comme son père. Elle pêche avec son père, pêche au mort. Fait qu'elle va avoir 5 femmes capitaines, dont celle de Lunenburg, avec toute l'équipe. Puis elle s'inspire de eux et tout ça. Puis c'est la première année que son mari fait la pêche avec eux et tout, son homme. Parce que lui, c'est un trucker, puis là, ben, ils ont une fille, puis là, oui, il n'a jamais sa fille, il décollait tout le temps, puis il revenait, il arrivait la nuit, puis il redécollait avant qu'elle se lève, puis en tout cas, tout ça d'histoire de même. Fait qu'il a décidé d'abandonner ce métier-là, puis de faire la pêche avec sa femme. Puis ils avaient le rêve, les deux, d'éventuellement prendre le bot du père, parce que le père commence à être vieux, puis il y a des mal de dos, puis ça fait qu'éventuellement, elle va hériter du bateau, ou elle l'acheter, ou whatever. Mais vers la fin du tournage, quand la pêche a fini, le lendemain de la pêche, il a eu un accident de car, puis il est mort. Fait que tu es là, tu es en train de filmer, puis en train de raconter une histoire, puis tu ne t'attendais pas du tout à ça. Fait que là, ben, évidemment, on a arrêté pour un mois, le temps qu'elle se remette, puis là, on a repris la fin du tournage, puis là, tu te dis, OK, comment je vais raconter cette histoire-là? Parce que c'est une histoire d'une femme qui veut devenir capitaine, mais à la fin, il arrive une tragédie qui fait que peut-être qu'elle ne pourra pas devenir capitaine, parce que là, tout d'un coup, c'est un single mother avec une fille à la maison, tu sais. Fait qu'il y avait tout ce questionnement-là. Ça fait que finalement, ça a fait le film que ça a fait, puis ça gagne des prix, ça aussi, pas mal partout. Fait que c'est jamais en documentaire. En fiction, tu peux plus se contrôler parce qu'en drama, tu écris l'histoire. Tu écris l'histoire comme quand j'ai fait Le secret de Jérôme, qui est l'histoire de Jérôme de la Baie-Sainte-Marie. Mais on l'avait filmé à Caraquette parce qu'ils ont un village historique déjà bâti. Puis bâtir un village historique, ça aurait coûté 1,5 million probablement. Ça fait qu'on ne pouvait pas le tourner à la baie, mais j'ai tourné le début à la baie, au Fourneau, là, l'opening. Puis il y a aussi dans l'histoire, lui qui essaie de trouver le trésor à l'Anse aux Hirondelles, dans la caverne de l'Anse aux Hirondelles. Fait que ça, on avait tout écrit le scénario. Tu ne changes rien au montage, c'est déjà tout écrit. Tu as quelques surprises, mais pas comme dans du doc, pas comme dans du documentaire. C'est ça, veut dire des documentaires, veut dire ça c'est un exemple, tu sais, c'est des affaires qui font fort, et puis on peut pas arrêter de passer tes documentaires qui vu avec la diaspora acadienne, comme, tu sais, on verrait de parler avec chaque minute passe. Tes films, là, comme, il y a chaque affaire, tu sais, je trouve qu'ils font fort. Si tu peux me quitter parler pour une minute, il sait, quand est-ce que tu vois, jusque la tombe, si tu veux, de Charles Lawrence, Mm-hmm. et puis tu as Zachary Riffard qui chante, avec tous les acoustiques de l'église. C'est dans l'église même, c'est en dessous de l'église jusqu'il entend. Hein. Tu Ouais. vois, c'était un documentaire, tu sais, le documentaire de la madame que tu étais avec en France, qui voyait des bâtiments, des levées, des maisons, si tu veux, de ses ancêtres. Mm-hmm. Et puis, tu vois tout ça comme... ça, c'est des exemples et tout. Comment est-ce que ça peut faire ce fort? Même que c'est quoi que tu prévois qui va arriver. Encore, ça devrait être des expériences. Oui. Ben, tu apprends à force de faire des films
faut que tu comprennes tes personnages, il faut que tu les connaisses avant de filmer avec eux. Il faut que tu viennes quasiment chum avec eux. Dans le sens qu'il faut qu'ils te trustent. Puis s'ils te trustent, ils te donneront la lune. Tu sais. En partant, s'ils te font confiance, là, tu essaies de trouver des mises en situation, qui veut dire les mettre dans une situation où ce que tu sais qu'ils vont réagir à ça parce que tu les connais. Tu sais qu'ils sont soit émotifs, soit sentimentaux, soit nostalgiques, soit enragés, whatever, par rapport à une situation, parce que tu les as parlé, tu commences à les connaître. Fait que tu les mets dans une situation où tu les fais rencontrer quelqu'un, un opposé ou quelqu'un qui va juste toucher les bonnes notes. Par exemple, un historien qui va expliquer comment est-ce que son ancêtre a vécu dans un camp de réfugiés, par exemple. Par exemple, dans le film de Zachary Richard, Toujours batailleur, il y a un historien qui explique ce qui est arrivé à un camp de réfugiés, puis c'est là qu'il apprend que la femme de son ancêtre est morte, starvée, là, tu sais. Fait tu essaies de faire des mises en situation où ce qu'il va se passer de quoi au niveau de l'émotion, parce que qu'est-ce que c'est la TV, qu'est-ce que c'est le cinéma, c'est d'essayer de provoquer une émotion, que ce soit triste, que ça fasse rire, parce qu'il peut faire des situations, il y a du monde qui sont vraiment drôles, là. Il y a du monde qui s'exprime, puis tu as juste envie de rire, juste la façon qu'ils sortent les mots, là, tu sais. Fait que c'est surtout ça, c'est d'essayer d'avoir de l'émotion, essayer de rentrer dans le cœur du monde avec un moment dans le temps. Tu sais. Puis des fois, il y a des miracles. Tu sais, j'étais en train de tourner une série qui s'appelle Les Acadiens du Québec avec Fred Pellerin. Fred Pellerin, qui est un musicien, un conteur, tout ça, du Québec, mais qui est d'origine acadienne. Ses ancêtres, c'est des réfugiés qui ont endé up au Québec, puis c'est un superstar à travers la France, à travers le Canada. Il fait des tours, on était en train de filmer à Grand Pré, sur le fait de Blomidon. Avant ça, je devrais dire qu'on a monté en haut et moi à Verse, puis je pensais, c'est frigué, on ne va pas pouvoir filmer, parce que c'est une belle vue des anciennes terres acadiennes en haut, on ne va pas pouvoir filmer. Puis mon cameraman smart et expérimenté, il dit, on ne sait jamais, ça se peut que la pluie va arrêter. Fait anyway, on continue à monter dans une grosse pluie, des gros vents, ça avait l'air d'une grosse tempête. On montait, on était rendu. Puis juste quand on est arrivé là, il a arrêté de mouiller. Fait que nos personnages se sont mis là à parler. Puis là, tout d'un coup, il y a un arc-en-ciel qui a apparu pendant qu'ils parlaient. Puis ils ont regardé, puis ils ont dit, ah ben c'est ça, c'est le pont avec les Acadiens du Québec. Tu sais, on n'aurait pas pu planer ça mieux, tu sais. Mais il arrive des affaires de même. C'est mind-blowing des fois et tu as des miracles, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu peux planer so much, mais il peut arriver des belles surprises, là, tu sais. Ouais, ben, c'est juste ça, vidéo tes films. Moi, je suis curieux à savoir, tu sais, on attend tout le temps le film commun. Mais qui d'autre qui est responsable à faire la production de tes films? Responsable, tu veux dire. Video editing et tout ça. Audio et tout ça. J'ai des équipes. J'ai des Ouais, équipes équipe, ouais. que je travaille souvent avec, mais ça dépend. J'ai un cameraman que je travaille souvent avec, qui est originaire des îles de la Madeleine, qui est d'origine acadienne. Un monteur que j'aime beaucoup travailler avec, c'est Julien Cadieux, qui est aussi un réalisateur à cette heure, qui a fait un film avec Daniel Robichaud, là, Tisserand, là, Ah, dernièrement la à la baie, vie. ouais, ouais. Euh, euh, il y a des présenteurs de son comme George Hannon, puis Hannon, ça ne sonne pas acadien, mais il l'est, purement. Et puis Serge Arsenault qui font du son. J'ai du monde que je vais voir souvent, mais il y a aussi des fois, dépendant du film que je fais, j'ai besoin d'un autre type de cameraman, par exemple. Quand j'ai fait L'Ordre secret, c'est sur une société secrète qui a duré 40 ans au Canada pour essayer de faire avancer les Français, les Acadiens, les Québécois, les Franco-Ontariens, tout ça. C'était une société secrète pour faire avancer. Puis il y avait des membres à la Baie-Sainte-Marie. Puis j'ai tourné une partie à la Baie-Sainte-Marie. J'ai été le montrer l'année passée à l'Université Sainte-Anne. Je ne sais pas si tu l'as vu, L'Ordre secret. Je n'ai pas vu ça, non. 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 Ben, dans ce long métrage-là, il y a des parties que j'ai fait en drama avec des acteurs. C'est une cérémonie d'initiation
avec quatre jeunes boys de la vingtaine, qui se font initier avec des masques sur la face. Puis c'est dans un secret space, dans le bas d'une église, tout ça. Et puis, c'était tout éclairé à la chandelle. Puis là, ben, j'ai été chercher un cameraman qui a accoutumé à filmer avec un éclairage à la chandelle, avec juste des chandelles partout. Et puis qui a tourné un peu d'époque parce que c'était une cérémonie d'initiation que j'ai imaginée en 1955. Donc, ça fait quoi, 60 ans passés. Fait que, non plus que ça, 70 ans. Fait que ça, il y avait les costumes, il y avait le look, il y avait les coupes de cheveux, il y avait tout ça. Ça fait que tu vas chercher, par exemple, ceux qui coupent les cheveux, c'est des gens qui connaissent la style de ces cheveux-là, qui ont beaucoup travaillé à cette époque-là. Les costumes, tu as essayé de trouver une costumière qui est vraiment spécialisée dans les années 50. Le décor aussi, tu trouves du monde qui est vraiment bon à trouver des antiques, ouais, quasiment, là. Fait que chaque projet, j'ai besoin d'une équipe. Puis, évidemment, quand tu es réalisateur, tu es comme un chef d'orchestre. Finalement, c'est les musiciens qui font le show, là. C'est le monde que tu as avec qui fait le show. Toi, tu es juste le chef d'orchestre en train d'envoyer tes bâtons comme ça. Puis c'est eux qui font que ça va arriver. Ça fait que c'est un travail collectif. C'est vraiment. C'est ça, j'adore le cinéma pour ça, là. Tu sais, les documentaires, c'est des petites équipes. On n'est pas beaucoup. Parce que tu rentres souvent dans les salons du monde, dans les maisons, dans les cuisines. Tu peux pas être une armée, ça serait trop distracting. Fait que tu es vraiment des petites units, là, je les appelle les commando units, moi. Puis en fiction, ben, en drame, ben, là, tu peux être jusqu'à 75 personnes qui sont en train de travailler sur 1 million d'affaires à la fois, tu sais, plus les acteurs. Fait que c'est deux mondes différents, mais c'est le fun, les deux. Moi, j'aime ça. Le documentaire, j'aime ça parce que tu travailles avec du vrai monde, hein. Alors qu'en drama, ben, c'est des acteurs qui font semblant d'être whoever que tu as imaginé qu'ils devraient être. Là, tu sais. Fait que quand, quand je suis tanné des divas, ben là, j'aime mieux ça. Ça me fait du bien aller avec du vrai monde. OK. Puis là, ben là, quand je vois que je suis trop dans la réalité, j'aime de put mes back dans le drama. En tout cas, je suis chanceux parce que je peux faire les deux. Puis je peux écrire. Fait que j'ai trois plumes à mon chapeau qui fait que je peux gagner ma vie, tu sais. Fait que c'est comme des musiciens. Les musiciens, si tout ce que tu fais, c'est du country, peut-être tu gagneras ta vie. Ben, le country, c'est pas un bon exemple parce que oui, tu peux gagner ta vie à faire que du country, mais je sais pas, si tu es quelqu'un qui fait du metal, il faudrait qu'il fasse de quoi d'autre s'il veut gagner sa vie parce qu'il n'y a pas un gros bassin de population qui écoute le metal. Fait que c'est bon d'avoir deux, trois plumes à ton chapeau, là, tu sais, dans le même sens. Ouais, c'est ça, veut dire, je comprends 100%, ouais, juste ça, c'est vraiment impressionnant, veut dire, des documentaires et puis de la fiction. Veut dire, c'est souvent, on dirait que les cinéastes, si vous voulez bien, des cinéastes, Yes. c'est mon acadjon, là. Des directeurs, je devrais dire. Non, tu devrais dire les faiseurs de films. Les faiseurs de films, c'est ça, je devrais dire, right? Mais ouais, mais ça, c'est impressionnant, veut dire. C'est souvent comme Stephen King, veut dire, lui, je crois pas que lui a fait la réalité, veut dire, des documentaires. Ça, il était vraiment, quand ça venait à des livres, il était vraiment incroyable quand ça venait à écrire. Je peux pas dire que lui a fait, tu sais, des documentaires du vrai monde, tu sais, ça fait. Ouais, Ouais, quand est-ce que tu peux faire les deux, ça, c'est impressionnant, on va te dire. ouais, ben Stephen King, c'est une drôle de. C'est une exception parce que c'est un génie, là. Il écrit, tu vires les pages, tu as peur de virer la page après, là. C'est un génie dans son genre, hein. Mais non, c'est pas lui qui réalise ses films, c'est des directeurs, des faiseurs de films qui sont engagés pour mettre ses livres en script, là, tu sais. Fait Yeah, que, ouais. 100%. Et puis, moi, je check toute affaire que. Je check toute question que je vais te poser, mais une question. Et puis, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une question, mais je sais meilleur ce qui va être la réponse, mais tu peux aller plus in-depth. Il y a eu des coupeurs de Radio-Canada dernièrement. Pourrais-tu dire des mots? Tu sais, l'importance de Radio-Canada, nous autres, comme des Franco-Canadiens. Puis, on sait quoi c'est que l'importance, mais as-tu des exemples, peut-être qu'on ne pourra pas penser à l'exemple de Radio-Canada? Ben, les coupures, c'est vraiment de mauvais augure parce que il va y avoir moins de monde, ça veut dire moins de nouvelles.
tu sais, comme on se plaint tout le temps qu'on ne parle pas assez de nous autres. Là. Moi, je me souviens quand j'étais à la baie, je veux dire, on voyait aux nouvelles la baie 2 fois par an, that's it, là. Maintenant, on parle la baie, je ne sais pas, 30, 50 fois par an au moins, là. C'est un exemple de la baie ou n'importe où en Acadie, on en parle plus, mais là, en partant du monde, les nouvelles vont souffrir. Est-ce qu'il y aura assez de budget de driver de Halifax à la baie? Est-ce qu'il y aura assez ou à Fitican ou pour aller chercher les nouvelles, tu sais, ou faudrait qu'ils attendent que ce soit des super grosses nouvelles, des tragédies ou whatever, je ne sais pas, mais non, c'est dommage les coupures. Puis c'est aussi mauvais parce que nous autres, comme pigistes, là, comme freelance, nous autres qui sommes des réalisateurs freelance, on a besoin de Radio-Canada aussi parce qu'ils mettent un peu d'argent dans nos films qui fait qu'après ça, ils peuvent les diffuser sur les ondes. Fait que s'il y a moins d'argent, ben, ils pourront moins nous aider dans nos films. Fait que il y a tout un écosystème autour de ça qui va s'effondrer, tu sais. Fait que oui, c'est vraiment des mauvaises nouvelles. De toute façon, les conservateurs, ils ont toujours dit qu'ils fermeraient Radio-Canada puis CBC parce que C'est ça qui me fait peur, à cause que on ne sait pas ça pourrait être mieux privé, ça, et ça. C'est ça un concerne que moi, puis il veut pas prendre de bord politique. C'est un concerne que moi. Ouais. Ça peut pas venir. Si ça devient privé à ce moment-là, ben ça va être comme tous les autres networks. Il va y avoir encore plus de pubs, encore plus de. Il n'y a pas nécessairement plus d'argent quand c'est dans le privé parce qu'il faut que pour le shareholder qui fait du profit à chaque année, ben, si à chaque année que tu fais plus de profit, ça veut dire que tu as coupé en de part. Fait que l'industrie privée n'est pas nécessairement la réponse. Non, c'est rendu un point tournant. Tu sais, je veux dire, nos jeunes sont envahis par la culture américaine, Netflix, Prime, Hulu, Disney Channel, etc., avec la mentalité américaine, la façon de. Fait que nos histoires, si je ne peux pas raconter nos histoires, on va finir américains comme les Américains parce que le monde ne va pas connaître, on va pas connaître notre histoire, on n'aura pas nos own histoires. Fait que c'est un danger de fermer, de pas te fermer, mais de enlever de l'argent. Je pense qu'ils ont parlé de 500 emplois qui vont prendre la porte. C'est beaucoup de monde, ça. C'est aussi beaucoup de directeurs qui s'en vont dans le privé, où ce que moi je suis, où ce qu'on va être en compétition avec pour moins d'argent. Tu sais, c'est pas évident. Euh, les jeunes qui embarquent dans le cinéma, heureusement que de plus en plus les gens acceptent qu'on fasse des films moins dispendieux. Je veux dire, le monde est moins badré à cette heure que la qualité technique soit parfaite, tout ça. Moi, quand j'étais jeune, il fallait que ça soit parfait. Tu ne pouvais pas faire de quoi. Mais avec les iPhones, le monde est habitué à l'image d'iPhone, tout ça. Ça fait que puis je dis pas qu'il faut faire des films avec des iPhones, on peut, mais puis il faudrait que les jeunes se pratiquent avec des iPhones s'ils veulent devenir des réalisateurs. Mais non, c'est pas évident. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, les documentaires, nos équipes étaient 2 fois plus grosses. Tu sais. Ils n'étaient pas nécessairement toutes dans la même cuisine avec nous autres, mais ils étaient en dehors en train d'organiser de quoi d'autre, puis la prochaine place qu'on allait filmer. Tout est en train de shrinker. Les journalistes, ça n'a comme plus de bon sens. Les journalistes, ils ont des équipes de 3, 4. À cette heure, tu as l'animateur qui se filme lui-même, qui fait son propre son, et puis qui fait le montage. Tu sais, un journaliste. À l'époque, c'était une équipe. Puis là, ben, le fait que Netflix ne paye pas de taxes au Canada, ça aide pas. Le fait que les Google puis tous ces réseaux-là ne payent pas de taxes au Canada, ça aide pas non plus parce que c'est de l'argent qui pourrait aller dans l'industrie canadienne pour nous tenir à flot. Mais il hésite, comme tu le sais, il boque, là, tu sais. Ça fait que là, puis là, ils disent, ben là, si on paye des taxes au Canada, si on donne pas de nos profits au Canada, là, il faudra qu'on augmente les prix. Ça fait que là, la population ne comprend pas. Là, la population dit, ben, je veux pas que mon Netflix monte. Ça va monter anyway. C'est toujours des games, ces grosses compagnies-là, ces multinationales-là. Ils commencent que c'est quasiment free, puis ils montent, puis ils montent. Puis quand la pandémie les a beaucoup aidés, tous ces streamers-là, la pandémie, parce que là, ils ont comme triplé, quadruplé, je ne sais pas, 10 fois plus de monde en peu de temps.
Fait que c'est de l'argent qui rentre, c'est incroyable, tu sais. Fait que, non, c'est un problème qu'on a. Même les journaux au Canada, on a de la misère, tu sais. Parce que ça, c'est un problème du gouvernement. On se coupe là-dessus. Le gouvernement fait de la publicité sur Facebook, sur Google et ailleurs, à la place de le faire sur les médias canadiens ou dans les journaux, là, tu sais. Comme le petit courrier a eu la vie tough là, dans les dernières années parce qu'il y avait plus de publicité. Si t'as pas de publicité, ben, il n'y a pas d'argent qui roule, tu sais. C'est pas à 40 pièces par an pour être inscrit à un journal que le journal va survivre, tu sais. Il faut qu'il y ait de l'argent de pub aussi. Il faut qu'il y ait des pubs dans ton journal si tu veux que l'argent roule. Mais c'est même faire en cinéma. Tu sais. Fait on ne sait pas où ça va l'avenir. On sait que les Américains sont super forts. Ils sont les champions dans le monde. Mais on appelle ça de l'impérialisme américain. C'est imposer ta culture à travers le monde. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Un peu comme l'Angleterre faisait à l'époque de la déportation. Il allait dans des pays puis il imposait leur façon de faire. Ben, c'est les Américains qui le font à cette heure. Fait que, puis là, ben, c'est pas bon pour la culture. C'est pas bon pour, tu sais, même les musiciens. Tu sais, les musiciens, ils sont en compétition avec des Américains qui ont beaucoup plus de moyens. Tu sais, t'entends une chanson américaine, il y a un orchestre symphonique en arrière, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas tous les Canadiens qui peuvent afforder ça, là, tu sais. Fait que, c'est ça. C'est par rapport à la culture, je veux pas être, je ne veux pas être trop pessimiste, mais il y a du travail à faire. Il faut que le gouvernement mette ses culottes. Il faut qu'il dise, hey, ça suffit, arrêtez, puis qu'il arrête d'envoyer de l'argent à tous ces réseaux américains-là pour la pub, qui ouvrent leur propre réseau, tu sais. Le Facebook, c'est une invention américaine, tu sais. Fait que, en tout cas, Ouais, c'est les ben, ouais. TikTok, puis les Instagram, puis, tu sais, on and on and on, là, tu sais. Ouais, ben, vu dans les 90, un moment souvent, veut dire, euh, les channels au Canada, veut dire, tu parles de le CBC, CTV, tout ça, les channels anglophones. On a, et puis les channels francophones et tout, avec ça. Il y avait encore, tu peux voir ça sur YouTube. C'est Patrimoine Canada faisait comme des annonces publicitaires, des commercials de comme 30 secondes, part of our heritage. Ah oui, ça s'appelle Heritage Canada. Ça, c'était money. Comme moi, j'aimais beaucoup ça. Il y avait Maurice Richard. Oui. Il y avait même fait Yon sur la déportation des Acadiens. Je ne sais pas si ça chaque fois était sur la télé, mais tu peux voir ça sur YouTube. Ouais, C'est en ouais. anglais et français, tu sais. Des affaires comme ça. Puis tu gardes. Et puis je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je ne sais pas ce qui peut se faire, mais comme dans les 90, tu avais le CRTC. Puis pas encore le CRTC, mais tu avais plein YouTube et tout ça. Et puis les médias étaient plus contrôlés. Là, c'est meilleur, tu sais, c'est meilleur touchy issue aujourd'hui. Là, mais le contenu canadien, il y avait un certain pourcentage, il fallait que ça soit contenu canadien pour des. Je ne comprends pas toutes les lois, là, mais Ouais. la radio et tout ça. Et Mais puis, c'est encore ça, mais le problème, c'est qu'ils peuvent moins afforder de faire du contenu canadien. OK, ouais, c'est C'est ça. ça. Ils manquent d'argent, fait qu'ils ils ont même de la misère à se rendre à leur propre quota, tu sais. Ou ils vont faire des talk shows qui coûtent pas beaucoup d'argent, ou ils vont faire des documentaires qui suivent une personne pendant une demi-heure, ou tu sais, là, c'est moins riche, c'est moins involving, si on peut dire. Fait que, ouais. Ouais, CBC Gem, regarde ça data. Ben, regarde ce qu'il y a sur CBC Gem. Il parle encore du contenu, puis Radio-Canada et tout. Ouais. Tu sais, il Ben, y a encore du contenu. ils ont Tout TV. Tout TV, c'est l'équivalent de GEM, là. C'est TOU.TV. Ouais, La même affaire. Tu vas là, puis tu as des shows que tu as peut-être manqué, que tu peux voir en streaming et tout ça. Mais c'est ça. Ils sont comme en compétition. Puis eux aussi, juste runner ça, ça prend de l'argent. Ça fait que là, tu sais, c'est du streaming. Plus que tu as de contenu, plus ça te prend de hard drive. Puis en tout cas, c'est c'est ouais. tout de l'argent, là, tu sais. Mais ouais. C'est certainement un concern pour la culture acadienne. Et puis tu parles avec les coupeurs de CBC et tout ça. Je veux dire, je sais que c'est à la baie Sainte-Marie. Je crois qu'on garde le mythe, moi, à Radio-Canada, qu'au nord de New Brunswick, mais tu sais, si, je veux dire, l'Acadie est petit comparé au Québec. Tu Mhm. sais, comme
si tu gardes potentiellement privé les affaires, je veux dire, ça, c'est pas bon. Et puis, même des coupures dans CBC public, veut dire, tu croiras que l'Acadie, c'est pas mal, tu sais, peut-être le target pour des coupures. Oui. Ben, je sais que le bureau de Moncton de Radio-Canada qui fait de la production, là, qui a des journalistes à Halifax pour la Nouvelle-Écosse. Ben, ça, c'est à partir du bureau de Radio-Canada de Montréal. Ben, eux, ils vont avoir des coupures. Et CBC, c'est la même affaire, CBC. La raison que le monde en Nouvelle-Écosse écoute moins Radio-Canada que CBC, c'est parce qu'ils ont moins d'argent. Donc, on parle moins des Acadiens en Nouvelle-Écosse. Les Anglais, eux, ont plus d'argent. Et donc, s'ils sont à Yarmouth, ben, ils peuvent faire une petite histoire à la baie en passant, tu sais. Fait que c'est comme, c'est comme unfair dans un sens, mais c'est ça la réalité du nombre. Um, une autre chose aussi, c'est que Radio-Canada arrivait vraiment, vraiment tard en Nouvelle-Écosse. Moi, 83, 1983. Avant cette ouais, année, juste avant cette année. ouais. Yeah. Ça fait que moi, moi, j'ai été élevé avec juste une TV anglaise, c'est tout que j'avais. Puis à la fin, ben, en fait, ils ont arrivé à la baie un petit peu plus tôt parce que j'ai vu les beaux dimanches. Je me souviens, j'avais comme 17 ans, puis Radio-Canada avait arrivé à la baie. Je ne me rappelle pas de la date, c'était plus dans les années 70. Puis, OK. on était surpris. Les beaux dimanches, c'était comme le show du dimanche soir, là où ce que les meilleurs musiciens jouaient. Tu sais? Euh, Fait que les meilleurs musiciens du pays. Fait que des fois, tu avais des Acadiens qui étaient là, puis tout ça. Puis, mais non, ça fait on a créé une habitude, malheureusement, même nos parents, ils écoutaient la TV anglaise parce qu'il n'y avait pas de choix. Alors qu'au Nouveau-Brunswick, comme le Nouveau-Brunswick est plus proche du Québec, ben, les antennes sont rendues plus vite. Puis Moncton, ben, ils ont mis des antennes sur le côte avant d'en mettre en Nouvelle-Écosse. C'est une histoire de même. Mais, mais tu sais, c'est comme la patente qu'on l'appelait, l'autre secret, que le film que j'ai fait, c'est une des choses qu'ils ont fait en Nouvelle-Écosse, c'est d'insister d'avoir des, euh, des, des towers, des relais qu'ils appellent euh, en Nouvelle-Écosse pour pouvoir fider les communautés francophones. Tu sais. Fait que, mais il faut vraiment give it up. Faut vraiment, pour sûr. Ouais. Puis tu sais, ils sont résilients. Les Acadiens sont du monde résilient, sont fins comme des renards. Ils savent comment il faut filer à travers tout ça, puis de survivre. Puis ça fait longtemps qu'ils sont là, puis on va encore l'être. Puis je pense que faut juste qu'ils ne soient pas dans notre chemin quand on va passer. C'est juste ça. Juste ça. Ben, moi, on va te dire de quoi c'était un plaisir, Phil. J'ai vraiment aimé la discussion et c'était beaucoup après. Ça fait que, actuellement, si tu veux, lorsque tu y penses, si tu checkes une minute, alors c'est que ton oncle Père Lévé comme aussi t'as fait pour l'Acadie, si tu check moi que tu veux dire avec ton oncle Père Lévé. Mais Père Léger, c'était comme un peu notre ambassadeur. Il a fait toutes sortes de connexions avec la France, avec le Québec, avec la Louisiane, qui fait que la Société nationale de l'Acadie rayonne dans toutes ces régions-là. Il a fait les premiers pas pour reconnecter la diaspora acadienne. Il a été président de la Société nationale de l'Acadie pendant 10 ans, mais avant ça, et c'est lui qui avait fondé le Club français d'Halifax en 1965, qui était le premier, imagine, à Halifax, organiser un club français à Halifax à cette époque-là, en 65. Si tu parles français dans la rue, tu te faisais quasiment shooter. Là. Et puis ensuite de ça, en 67, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. C'est lui qui a fondé ça, il était le premier président. Ça, qui rejoignait toutes les régions acadiennes. Et ça, c'était la première fois que les régions acadiennes se parlaient, tu sais, qui échangeaient, tu Wow. sais. Fait que c'est un visionnaire, c'est un genre de génie dans son genre, et puis il a vraiment impressionné la France, même encore aujourd'hui quand je vais en France, dans les régions acadiennes. Les gens, ils parlent encore de lui. Ils parlent encore de lui, même ça fait 40 ans, 30 ans. Il est mort en 77. Non, il est mort en... Ça fait un petit bout. Il en parle encore. Il avait du charisme, il savait comment parler au monde, il savait comment négocier.
il négociait tu sais, pendant 10 ans qu'il était avec la Société nationale de l'Acadie, il a fait venir l'équivalent de des millions de dollars worth de livres. Il a développé les bourses France-Acadie, où ce que les Acadiens s'en allaient étudier en France, c'est l'inverse, des Français s'en allaient étudier ici. C'est pour ça on a eu pendant ces années-là des premiers Français de France qui venaient étudier à l'Université Sainte-Anne. Non, il a vraiment ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Ah non, puis j'ai reçu de la Société nationale de l'Acadie l'ordre ou la médaille Père Léger Comeau, qui est la plus haute médaille acadienne que c'est possible d'avoir. Puis j'étais vraiment, vraiment touché parce que c'était mon oncle, mais aussi parce qu'il m'avait inspiré. Il m'a inspiré toute ma vie, comme mon père m'a inspiré. Mon père, parce qu'il a fondé avec une gang d'hommes de la baie Sainte-Marie le Festival acadien de Clark, qui est le plus vieux festival acadien du monde, puis plus vieux que ce qu'il y a de Caracat, même si Caracat est plus gros, c'est quand même le plus vieux, ça fait que c'est son claim to fame. Puis c'est ça, j'ai été inspiré par ces personnes-là qui étaient avant nous autres, puis j'espère que nous autres, on va inspirer ceux qui viennent après nous autres. Pour sûr, ben dit. Ça fait que c'était un plaisir, Phil. Merci pour le podcast. J'ai beaucoup appris, all right? All right, merci beaucoup. Ouais, OK. Ça fait que tout le monde passe une belle journée, puis à la prochaine.